vous retrouver encore une fois de plus pour le compte de ce programme de VOA1. Il s'agit bien de Le Point que reçoit pour vous ce soir Monsieur Fumu Toto, qui est président de la DONI. La DONI, c'est la dynamique de l'opposition non constitutionnelle. Avec lui, nous allons aborder quelques sujets d'actualité. Monsieur Fumu Toto, bienvenue dans cette émission. Merci pour avoir songé à moi, madame. Comment allez-vous? Au rythme du pays. C'est la première fois que vous passez dans ce programme et c'est déjà la rentrée scolaire, la rentrée des classes et bientôt la rentrée parlementaire. Alors, comment avez-vous appréhendé cette rentrée cette fois-ci, qui a été sans raté? La rentrée scolaire, bien entendu. Véritable casse-tête pour nous, les parents congolais, en général, et le patron congolais, qui est le peuple congolais en particulier. Pour cette rentrée de classe, je crois que les ministres n'ont pas de problème, le président de la République n'a pas de problème, les députés n'ont pas de problème, mais les fonctionnaires, mais les policiers. Prenons un policier âgé de 65 ans. Donnons-lui la chance d'avoir, la possibilité d'avoir 4 enfants, dont 2 sont à l'université et 2 autres sont à l'école secondaire. On lui paye 75 000 francs congolais. Mais c'est le même policier qui doit arrêter les gens qui font des contraventions routières et qui doit introduire l'argent dans la direction générale des impôts ou dans la banque pour le compte du trésor public. Alors que lui ne reçoit que 75 000 francs. Alors par là, vous déplorez qu'il n'y a pas de programme de planning familial. Comment va-t-il vous gérez la famille de la manière que vous percevez, vous faites des enfants de la manière que vous gagnez votre vie, n'est-ce pas? Non, mais écoutez, l'État doit avoir une vision de la famille. Et la Constitution dit que la famille, en tant que celui de base, est placée sous l'autorité de l'État. Qui doit empêcher ou décourager les parents de ne pas avoir beaucoup d'enfants dans la conception normale de l'État? C'est le pouvoir public. Tout à fait. Justement. Mais maintenant que cet État a laissé les gens mettre au monde comme ils veulent, et maintenant que nous devons parler aujourd'hui de la rentrée des classes. Alors vous demandez à ce moment-là qu'on puisse insérer un programme de planning familial? Non, le problème c'est... Ça, c'est notre débat. Le problème, c'est quel est le salaire que l'État congolais, le pouvoir en place, donne aux fonctionnaires congolais, leur permettant de préparer la rentrée scolaire et académique de leurs enfants. Mais le fait que la rentrée de cette fois-ci n'a pas eu de raté et que la rentrée est effectuée à toute l'étendue du territoire national, sauf évidemment à Boendé, là où on déplore l'épidémie, la réapparition de l'épidémie d'Ebola, c'est quand même salutaire cette fois-ci, cette rentrée scolaire. Madame, on nous dit que le Premier ministre Matata a construit des écoles. Ouais. Alors qu'on semble confondre les mots bâtiment et l'école. Parce que dans l'école, on trouve l'enseignement qui est la matière, l'enseignant ou l'éducateur, l'éduqué et les cadres dans lesquels on étudie. Alors, si vous construisez des beaux bâtiments... Il faut commencer quelque part, il faut commencer par je crois qu'on doit... Non, l'école, il y avait des écoles sans bâtiment. Socrate était le maître d'une école, il n'a jamais eu de bâtiment. C'est ce que vous voulez qu'on fasse? Non, naturellement, l'enseignement, c'est d'abord la qualité de la matière à dispenser, la qualité du maître qui dispense et la disponibilité de celui qui suit ou reçoit l'instruction. Et le bâtiment sont des équipements de l'enseignement, de l'école. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous avez construit des beaux bâtiments alors que l'instructeur, l'enseignant, n'a pas un bon salaire. Et l'enseigné n'a pas les moyens d'acheter l'éducation. Alors, on va aller mollo. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on ne construise pas les bâtiments? Non, qu'on construise l'école, y compris le bâtiment, comme l'un des départements dans l'école. Mais qu'on ne nous dise pas que le fait d'avoir eu des bâtiments nouveaux, on a construit l'école. L'école n'est pas réductible au bâtiment. Le fait d'avoir commencé quelque part, c'est-à-dire commencer par construire les bâtiments. Non, on ne peut pas commencer la formation par les bâtiments. On commence la formation par l'infrastructure qui est la formation elle-même, les formateurs et les formés. Ça veut dire quoi? Savoir le niveau, le bagage, le contenu de notre enseignement. Est-il productif par rapport à la société? Nous disons non. Est-ce qu'on a essayé d'adapter le système éducatif congolais lui-même aux réalités congolaises? Dans mon livre intitulé « Les besoins
la mission de l'éducation dans la société en crise. C'est quoi? On a formé les gens pour que ces gens, une fois terminés, puissent traiter la société. Et un penseur a écrit l'école trahie. Et là, il s'est interrogé. Est-ce que c'est la société qui a trahi l'école ou c'est l'école qui a trahi la société? Notre école aujourd'hui est trahie par la société ou notre école aujourd'hui trahit la société? Donc, un bon programme de gouvernement doit d'abord tenir compte du contenu de cet enseignement. Parce que le fait d'écrire ou de comprendre bien le français, ça ne suffit pas le niveau intellectuel. Deuxième niveau, les conditions dans lesquelles les enseignants doivent dispenser les cours. Troisième niveau, la capacité des parents de prendre en charge leurs enfants, c'est-à-dire d'acheter la matière. Alors, si vous me dites que vous ne pouvez pas traiter les niveaux de l'enseignement, la qualité de l'enseignement, vous ne pouvez pas tenir compte des prestations ou de salaires des enseignants, vous avez seulement résolu les problèmes des bâtiments. Mais ces beaux bâtiments, sans bons enseignants, ces beaux bâtiments, sans des parents qui puissent avoir la possibilité d'envoyer les enfants à l'école, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Ben voilà. Alors, mais vous avez quand même envoyé vos enfants à l'école hier? Voilà, comme qui? Je suis simple porte-parole du patron congolais qui est le peuple congolais. Mais comme le peuple souffre, moi je ne suis pas. Vous avez envoyé vos enfants à l'école hier? Non, je n'ai pas le moyen d'envoyer mes enfants parce que mes enfants sont des enfants congolais qui sont dans les lots de tous les Congolais qui souffrent. Je ne dis pas que je ne me débrouille pas pour essayer de pallier aux problèmes de mes enfants, mais on dit toujours que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ça dit que mes enfants sont des enfants congolais. Vous êtes sûr de ne pas envoyer, vous n'avez pas envoyé vos enfants à l'école ou vous faites plaisir à ceux qui n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école? Madame, nous n'avons pas fait la politique pour défendre nos familles et nos enfants. Nous n'avons pas fait la politique pour aider seulement nos enfants à vivre ou à étudier. On fait la politique pour défendre la communauté. Donc la question de mes enfants à l'école ou pas ne m'intéresse pas. Donc on comprend que vous avez envoyé vos enfants à l'école. Alors le fait que hier nous avons constaté que le Premier ministre a été quand même inauguré, pas le bâtiment mais l'école de Ngaba, EP10, qui est parmi les écoles construites par le gouvernement congolais, et en même temps le ministre de l'EPSP en a profité pour annoncer le budget alloué à l'enseignement qui est équivalent à 5 milliards de dollars. N'est-ce pas une véritable révolution? Madame, le Premier ministre n'a pas construit une seule école dans ce pays, mais on peut affirmer qu'il a construit certains bâtiments. Et j'ai fait la différence entre l'école et les bâtiments. J'ai fait la différence entre l'école et la bibliothèque. J'ai fait la différence entre l'information, la formation, les formateurs et les formés. Nous allons parler de la construction des écoles au Congo les jours où nous allons tabler sur la qualité de l'enseignement qui est donné, la qualité du traitement réservé aux enseignants et les conditions d'accessibilité des enfants aux écoles de bonne qualité. C'est ça l'école. Voilà, alors vous voulez répondre à la question cette fois-ci? Donc je ne peux pas. Par rapport au budget alloué à l'enseignement cette fois-ci qui remonte à 5 milliards de dollars, n'est-ce pas une véritable révolution? 5 milliards de dollars? Yeah. 5 milliards de dollars, ce n'est même pas le budget national parce que le budget de l'année passée, de l'année en cours, en recettes propres, c'est 5 milliards. Donc pour l'éducation, il faut peut-être le dire. Posons-nous la question de savoir. Les Belges qui occupaient ces pays avaient un budget très colossal pour l'éducation. Et nous-mêmes, depuis que nous sommes aux affaires, quel est le budget alloué à l'éducation? On ne peut pas programmer le développement d'un État en déprogrammant la recherche scientifique et l'éducation nationale. Allez voir la différence entre les bâtiments qui logent le ministère des Mines et les bâtiments qui logent le ministère de l'Enseignement, que ce soit primaire, secondaire, professionnel. Vous allez vous rendre compte que nous n'avons même pas encore commencé à vouloir développer le Congo. Parce qu'on ne développe pas le pays en dehors des idées. Ce sont les idées qui développent le pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui au Congo, nous avons une politique nationale qui fait la promotion de l'élite intellectuelle congolaise? Non. Ah donc ce budget alloué, ça vaut rien du tout? C'est combien? Je ne connais pas encore le budget alloué. Et même s'il faut revenir... Vous avez parlé de 5 milliards de dollars. Non, madame, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Si on dit que le Premier ministre Matata n'a rien fait, on est inconscient et malhonnête. Si on dit que le Premier ministre Matata a beaucoup fait, on est aussi inconscient et malhonnête. Mais il faut seulement nous dire ceci, dans le sens purement politique et dans le cadre de la bonne gouvernance, on nous dit, il faut prendre d'abord le programme du gouvernement du Premier ministre Matata, voir pour 5 ans ou sur 5 ans, il a prétendu ou programmé pouvoir construire combien d'écoles. Et par exercice, il avait programmé de construire combien d'écoles.
Il ne suffit pas en politique de dire seulement j'ai fait. Il faut voir d'abord le programme. Tu avais prévu de faire combien? Tu avais mobilisé combien de recettes? Tu as fait combien et tu n'as pas fait combien? Qui a évalué les dépenses affectées pour voir réellement si l'argent sorti du compte de l'État a été affecté pour les besoins de la cause? C'est ça la politique. Moi, on nous a habitués à dire oui ou non aux actions du gouvernement. Ce n'est pas ça le débat politique. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que Mouzi, tu n'as pas construit des routes. Nous pouvons dire Mouzi, tu as construit des routes. Mais nous devons dire dans les programmes de Matata, de Mouzi, il avait prévu la construction de combien de routes, il en a construit combien, avec quels moyens et comment cet argent a été affecté. Si vous me dites aujourd'hui que le premier ministre Matata a construit sur sa école, mais il doit nous dire dans le programme, il avait prévu combien d'écoles par année, par 3 ans et par 5 ans. Le Parlement que nous avons maintenant, le gouvernement actuel n'est pas en mesure d'entrer dans les principes de la bonne gouvernance. Or, on échoue ou réussit en fonction de ce qui a été projeté, programmé. Est-ce que Matata est en train de faire des performances dans son programme ou bien il est en train de réaliser des performances en dehors de son programme? Parmi les actions du Premier ministre Matata, on parle de la bancarisation. Mais est-ce que si nous voyons son programme de gouvernement, il a prévu une activité concernant la bancarisation? Et puis on confond la bancarisation de l'économie avec un système bancaire fiable, avec la bancarisation en termes d'opération d'intendance, ça veut dire la paie de certains fonctionnaires par banque, alors que sur toute l'étendue du territoire national, il n'y a pas de guichet. Alors comment on peut dire que non, on a réalisé des performances dans ce qu'on n'a pas prévu, dans ce qu'on n'a pas programmé? Comment alors le Parlement va-t-il avoir le pouvoir, la possibilité de vous contrôler? Ben voilà, ce n'est qu'une parenthèse parce que c'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Madame, j'étais seulement en train de vouloir montrer aux Congolais que le gouvernement ne peut rien faire sans au préalable avoir programmé. D'accord. Et lorsque c'est fait dans le programme, il faut que le Parlement joue son rôle de contrôleur pour que nous puissions dire qu'il y a la bonne gouvernance. D'accord, d'accord. J'espère que vous avez corrigé avec moi. Le budget alloué à l'enseignement, c'est plutôt de 5 milliards de francs congolais et non de 5 milliards de dollars. Alors, vous vous définissez comme membre de la troisième voie. On peut savoir qu'est-ce que c'est? Vous savez, madame, en Occident, on n'a pas commencé les partis politiques et l'action politique par le regroupement des partis politiques. La vie politique a commencé par des courants de pensée. Il y a le socialisme, il y a le libéralisme, il y a le centrisme et consorts. Chez nous, nous avons commencé en 1960 avec des partis tribaux, régionaux et paroissiaux. Donc les partis politiques congolais sont ethniques, tribaux et régionaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant de pensée. Le débat politique aujourd'hui au Congo, c'est entre qui sont pour ou qui sont contre. Mais alors qu'ailleurs, le débat politique, c'est entre les différents projets de société issus des différents courants de pensée. Moi, j'ai dit qu'il fallait combler des lacunes dans la géopolitique congolaise. Nous manquons les pensées politiques et nous manquons les analyses politiques. Et le débat est fait par qui sont pour ou qui sont contre. Tu vois, on va parler de la révision de la Constitution. Vous verrez seulement un groupe d'opposants qui dira je suis contre, nous sommes contre. Il y a en dehors de ceux qui sont pour et pour contre, il y a aussi ceux qui s'abstiennent. Bah alors vous faites parmi de ceux-là? Non, non. Nous ne pouvons pas faire les débats par oui ou non. Nous devons faire les débats autour des idées. Vous proposez un projet de révision, nous proposons un projet de non-révision et nous demandons au peuple de faire le oui ou le non, pas sur le fait révision de la Constitution, mais sur le fait projet de révision ou projet de la non-révision. C'est ça la politique. Alors, la troisième voie en tant que courant de pensée est venue d'abord résoudre les problèmes de la troisième génération politique. Avant 1960, les pères de l'indépendance ont mal posé les problèmes. Ils ont dit que le problème c'est les Belges et la réponse c'est son départ. Les Belges est parti, c'est qu'en 4 ans après, ce que les Belges ont réalisé comme route, comme agriculture, comme enseignement, est loin supérieur à ce que nous-mêmes qui prétendions remplacer les Belges réalisons dans ces 4 ans. Parce que la Belgique n'a occupé le Congo que pendant 52 ans. De 1908 à 1960, c'est 52 ans. Alors aujourd'hui, on nous parle des routes, on parle de l'agriculture, mais regardez, comparez. Si nous devrions nous limiter à 10 ans, nous avons les routes, nous avons les écoles, nous mangeons. Mais alors, on ne pouvait pas chasser les Belges. Parce que les Belges ont construit des routes plus que nous-mêmes, des écoles plus que nous-mêmes, l'agriculture plus que nous-mêmes. Mais pourquoi avons-nous décidé de combattre les Belges? C'est ça la première question. Nous disons que les pères de l'indépendance, tout en état de vainqueurs, ils ont échoué parce qu'entre leurs propres mains, le Congo n'a pas survécu.
Première génération politique, la décolonisation. La deuxième génération politique, c'est la génération politique d'avant 1990, le 24 avril 1990. Et ils nous ont dit que le problème c'était Mobutu et sa dictature. Et que la réponse était le départ de Mobutu et la démocratisation du pays. C'est qu'en 4 ans, donc 24 ans après, le pays est démocratisé, il n'y a que les dirigeants qui se trouvent, le peuple ne se retrouve pas. 80%, même 95% de ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, c'était les destructeurs d'hier. Et 80% de ceux qui sont à la majorité aujourd'hui, ce sont les opposants d'hier. Nous avons affaire avec un même type d'hommes qu'il nous faut les coucouler. S'ils sont au pouvoir, ils se réjouissent du bonheur congolais entre eux-mêmes. S'ils sont à l'opposition, ils deviennent les faiseurs de leçons. Nous avons dit qu'il fallait poser les problèmes autrement. Si nous disons qu'il n'y avait que Mobutu qui était dictateur, vérifions. Alors, si on vous entend parler, parce qu'il faudra gérer le temps, on vous entend parler, on comprend par là que vous êtes ni de gauche ni de droite, n'est-ce pas? De par ma vision d'État, je suis pour le peuple congolais et son bonheur. Mais de par mon positionnement politique, je suis à l'opposition. Mais je soutiens que le problème du Congo n'est pas le problème de querelle entre opposition et majorité, c'est un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Et tant que nous n'allons pas aborder ces problèmes, l'opposition et la majorité ne sauront jamais résoudre le problème du Congo. Là, vous semez la confusion. Pas la confusion, c'est ça la position. Troisième voie, ça veut dire que vous êtes ni de gauche ni de droite. On ressent quand même, à travers vous dire que vous êtes quand même, vous êtes nostalgique du courant politique des années 80 lors de conférences nationales souveraines. Alors, ceux qui vous regardent veulent savoir, que reprochez-vous aujourd'hui à la bipolarité politique de la scène politique congolaise, majorité-opposition? En réalité, la classe politique congolaise n'est pas bipolaire parce qu'elle ne se présente pas en termes d'idéologie et de projet de société. Tenez, au niveau de la majorité présidentielle et alliée, il y a des libéraux et des socialistes unis. Il y a des mobutistes et des lumbistes unis. Donc ils n'ont jamais été ensemble. Parce qu'en politique, les idées doivent converger, les projets de société doivent converger. Nous, au niveau de l'opposition, nous ne sommes pas ensemble parce que nous sommes tous libéraux. Nous ne sommes pas ensemble parce que nous sommes tous socialistes. C'est que nous n'avons jamais été dans la bipolarité de la classe politique. Mais nous, en créant un troisième courant, ça veut dire les gens de la gauche, pas de l'égalité entre tous et de l'État, comme les seuls acteurs dans les marchés. Le contraire, c'est les libéraux qui voudraient que l'État se désengage de la production dans les marchés et qu'il laisse la liberté d'initiative et d'action au privé. Nous, nous disons les deux. Le principe d'égalité et le principe d'individualité. Nous n'opposons pas l'État au privé. Le libérationnisme, qui est notre troisième pensée politique, c'est-à-dire troisième idéologie dans le monde, combat, oppose les problèmes et la réponse. N'oppose pas le secteur public et le secteur privé. En voulant opposer les problèmes et la réponse, les difficultés et les solutions, nous pouvons trouver les privés en train de combattre leurs problèmes communs. Nous pouvons trouver les privés, l'État, avec ses structures en train de combattre les problèmes communs. Mais si les problèmes qui arrivent, comme le sous-développement du Congo, concernent et l'opérateur privé et l'opérateur public, pourquoi pas prendre une position commune contre le mal qui est le sous-développement? C'est ça notre position. Nous sommes de la troisième voie en tant que vision. Mais je suis de l'opposition en tant que camp politique. Il ne faut pas non plus que les gens confondent l'idéologie et le positionnement politique. On peut être centriste à l'opposition comme centriste à la majorité si vous avez gagné les élections. On reste libéral à l'opposition ou à la majorité si vous avez gagné les élections. Moi, je reste pour toujours de la troisième voie, étant à l'opposition ou à la majorité. D'accord, d'accord. Alors, on rappelle aussi que vous avez été un candidat malheureux lors des élections 2011 et que vous étiez aligné, votre candidat président de la République, c'était M. André Andeka Djamba, c'est ça, qui a brillamment échoué, qui n'a été que l'ombre de lui-même. On peut dire par là que vous avez quand même tiré les leçons du passé. Madame, il faut dire que dans les élections de 2011, personne n'a gagné, personne n'a perdu. D'autant plus que les élections étaient mal organisées. Parce que le président de la République, Joseph Kabila, a dit qu'il y a eu des irrégularités. Et celui que vous appelez président n'a pas non plus gagné? Non, il y a différence entre le président de la République et le président élu. Parce que lorsque nous disons que les élections étaient mal passées, on ne peut plus dire que c'est elle qui a gagné et c'est elle qui n'a pas gagné. Parce que les élections étaient organisées au suffrage, donc, comment on a dit, majorité absolue. Ça veut dire même par une voix, vous passez chef de l'État, contrairement à moi. Le président
président Tshisekedi a accepté que les élections étaient mal passées. Le président de l'UDPS, vous voulez dire? Il est président de l'UDPS, il s'appelle président national de l'UDPS. Il faut faire la nuance, hein? Vous êtes également président de votre courant d'opposition, mais il faut faire la nuance. Je n'ai pas dit le président de la République Tshisekedi, j'ai dit le président Tshisekedi. D'accord. Alors, le président national de l'UDPS ne pouvait pas, après avoir reconnu que les élections étaient mal passées, s'autoproclamer chef de l'État. Ce n'est pas logique. Le président de la République ne pouvait pas prêter serment après avoir reconnu qu'il y a eu des irrégularités. Parce que la loi électorale dit que si les irrégularités sont avérées, les élections sont soit partiellement ou globalement annulées. Il est là alors que les élections ont été émaillées d'irrégularités. Alors personne ne peut dire qu'il a gagné ou il a perdu. Deuxième chose, quel est l'organe technique qui était chargé d'organiser les élections? C'est la CENI. Et qui était l'animateur principal de cette CENI? C'est le pasteur Ngoï Mulunda. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et si le pasteur Ngoï Mulunda avait bien organisé les élections, pourquoi a-t-il quitté la CENI? Voilà le problème. Donc moi je ne suis pas candidat malheureux parce que je ne suis pas capable de connaître mon score. Vous savez, quand nous allons aux élections, madame, on n'y va pas seulement pour gagner. Il n'y a que deux sorts quand vous allez aux élections. Le perdre ou le gagner. Mais il faut que celle-ci soit crédible, démocratique et transparente pour que nous puissions assumer notre échec. Mais je crois que aujourd'hui, si vous voyez cette constitution, dans son préambule, on dit que nous avons élaboré cette constitution pour combattre la crise de légitimité des animateurs et des institutions depuis 1960 jusqu'à l'élaboration de cette constitution. Et nous, élites politiques et sociales, nous devrions prendre toutes les mesures et précautions pour ne plus tomber dans les pommes de crise de légitimité des animateurs et des institutions. Donc, j'assume mon échec, mais pas totalement, parce que les élections n'étaient pas libres, crédibles et démocratiques. Mais vous êtes en train d'affûter tous les moyens possibles pour pouvoir relever ce défi? Madame, j'espère que vous allez encore vous représenter. Dans un pays, il y a deux types de postes. Il y a les postes électifs et les postes nominatifs. Ce qui compte, c'est votre détermination pour faire quelque chose en faveur de votre population. En parlant de postes élu ou pas, où je serai, il faut que je puisse travailler pour le bien-être de ma population. En parlant de postes nominatifs, vous avez déjà été approché pour la constitution du prochain gouvernement de cohésion nationale? Je pense que nous avons été aux concertations, nous qui avons considéré le président actuel de la République qu'il avait qualité d'inviter les Congolais. Nous avons répondu à son invitation. Et vous voyez, dans cette convocation du 28 juin 2013, moi j'ai répondu. Et dans cette concertation, toute l'opposition qui avait pris part aux concertations a été représentée par le président Léon Kengo, le président du Sénat, parce que vous voulez qu'on complète toujours le président du Sénat, Léon Kengo. Et puis, tous ceux qui sont de la majorité ont été représentés par le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou. Les deux ont constitué non seulement les présidiums de concertation nationale, mais aussi du comité national de suivi des recommandations issues des concertations nationales. Et je vais même très loin pour dire que même la diaspora, les institutions et la société civile qui a participé aux concertations n'ont été représentés que par le président Kengo et le président Obé Minakou. Maintenant que nous avons des représentants, est-ce qu'il est encore nécessaire qu'on puisse encore consulter les gens individuellement? Je pense que ce serait le non-respect à ceux à qui le chef de l'État avait confié la charge de nous convoquer. Les consultations politiques passent par les deux représentants de deux courants politiques et de la société civile qui étaient aux consultations nationales. Et dans ce sens-là, je peux dire que nous sommes consultés parce que le président Kengo est membre du présidium. Mais moi, individuellement, je n'ai pas qualité d'être consulté parce que je ne suis pas pour l'illégalité. D'accord, d'accord. Alors, le 15 septembre prochain, c'est la rentrée parlementaire. Alors, c'est une session assez importante, hein, quand même, pour les uns et les autres, parce qu'elle suscite l'intérêt de l'opinion publique. Alors, notamment, lors de cette rentrée parlementaire, on va traiter notamment on va aborder notamment une probable investiture du gouvernement de cohésion nationale, puisque nous en parlons, mais également d'autre part la possible révision constitutionnelle. Alors, pensez-vous que ce sujet soit prioritaire pour les Congolais?
Tout est prioritaire pour les Congolais, mais pourvu que la finalité de toute action politique soit la volonté affirmée de la classe politique et sociale de répondre aux problèmes, ou répondre aux problèmes de la population. C'est ça. Or, pour y arriver, nous avons 3 préalables. Quel est le besoin de la population? Le besoin de la population, c'est toujours les social non entamés jusqu'aujourd'hui. Les besoins de la population, c'est de voir, madame. Qu'attendez-vous concrètement par social non entamé? Concrètement, oui. Dans un État, nous avons 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors, les ministres sont apparemment bien traités parce qu'ils n'ont jamais annoncé une grève. Les parlementaires aussi sont bien traités parce qu'ils n'ont jamais annoncé une grève. Mais les juges qui ont qualité de dire le droit et de trancher les différends entre nous, il a à peine combien? Je ne nie pas que Mouzoutou, je ne dis pas que Mouzoutou n'a pas augmenté le salaire des fonctionnaires. Il l'a fait 3 fois. Oui, c'est positif. On a l'impression que Mouzoutou a été le seul Premier ministre pour vous. Vous n'arrêtez pas de citer le nom de Mouzoutou. Non, parce que nous sommes dans les faits qui nécessitent l'éclaircissement. Je sais que le Premier ministre Matata a eu la chance de mobiliser beaucoup de recettes. Mais à ma connaissance, il n'a pas augmenté le salaire des fonctionnaires. Il a régularisé ses salaires. Comment? Il y a entre augmentation et régularisation. Quand on augmente votre salaire que vous ne le percevez jamais, à quoi bon? Non, moi je crois que l'augmentation de salaire a pour finalité d'augmenter le pouvoir d'achat aux salariés. Mais si vous régularisez le salaire et que vous ne donnez pas aux salariés le pouvoir d'achat dans les marchés, vous n'avez rien fait. C'est ça la question. Ça sera un autre débat. Non, je suis en train plutôt de poursuivre les salaires des magistrats. Les magistrats reçoivent combien? Lui, pour dire le droit, il reçoit combien? Et s'il n'est pas bien traité, n'est-ce pas, on le met dans les conditions de mendicité? Et si la justice ne fonctionne pas, est-ce que le pays peut fonctionner? Les policiers, ils reçoivent combien? Les militaires, lui, reçoivent combien? Les médecins, lui, reçoivent combien? Je ne pense pas que le social, c'est faire des dons aux gens. Le social, c'est aussi bien payer les fonctionnaires pour qu'à travers leur salaire, ils vivent. Et régulariser leurs dûs. Justement. Vous dites, vous avez bancarisé. C'est une bonne chose. On ne peut pas diaboliser la paix par banque. On nous a dit qu'il y aurait des bonus parce que les comptables détournaient de l'argent. Mais ces bonus, c'est où? C'est un processus. Mais madame, en bancarisant quelqu'un et que vous n'avez pas créé des liens avec la banque qui lui permettent d'emprunter l'argent ou de faire des transactions bancaires, vous n'avez rien fait. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que tout est un processus, même la vie est un processus. Alors nous retenons le paiement, l'augmentation de salaire de fonctionnaires de l'État et des policiers. Nous retenons également quoi encore pour le social concret? Madame, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser. Le régime actuel n'est pas le responsable numéro 1 du trou dans lequel nous sommes. Ce serait être inconscient et malhonnête. On est bien d'accord. Mais ce régime a aussi une part de responsabilité. Non seulement en disant qu'il n'a rien fait, je ne dis pas qu'il n'a rien fait, mais le régime ici aurait mieux fait pour essayer de pallier aussi au trou profond laissé par Mobutu. Voilà c'est dans ce sens-là que nous faisons l'analyse. Le rôle de l'opposition, être un garde-fou pour le pouvoir en place. De toutes les façons, l'opposition n'a pas que la mission de critiquer. L'opposition a aussi l'obligation d'accepter des aspects positifs du gouvernement et d'en proposer les contre-propositions. Donc nous ne ferons pas cette opposition-là de la haine. Le pouvoir se démène, mais pas à la hauteur voulue, alors que ce pouvoir devait avoir les possibilités de résoudre les problèmes de salaire des fonctionnaires. Ne fût-ce que cela, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Les bourses d'études aujourd'hui, il faut combien d'années au pouvoir pour que nous puissions résoudre ces problèmes? Le sort des journalistes aujourd'hui de la presse congolaise, pour que nous puissions entamer ça, il faut combien de temps? Si on nous dit que c'est un processus. Mais pourquoi ce processus ne concerne pas le salaire des députés? Pourquoi ce processus ne concerne pas le salaire des ministres? Pourquoi dans un pays on dit Maman Zolamba, tous la tokolia, mais on dit déjà Nanou Biloko Belité? C'est ça le problème. Si c'est un processus, mais qu'il soit commun pour tout le monde. Mais comment parler du processus alors que les uns se retrouvent mieux et les autres n'ont rien? Voilà. Mobutu, qui n'a jamais atteint un budget d'1 milliard, jusqu'aux années 70, donnait les bourses d'études.
Les directeurs d'école, parce que mon père était directeur, étaient incapables d'acheter une Vespa ou une moto. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation des salaires, aujourd'hui, avec la croissance à 8 chiffres, qu'est-ce qui croit parce que les salaires demeurent les mêmes? D'accord. Qu'est-ce qui croit parce qu'on ne produit pas, on n'exporte pas? D'accord, on comprend. Après vous, la question était celle de savoir est-ce que la constitution d'un nouveau gouvernement est prioritaire ou la révision constitutionnelle était prioritaire? Ça, c'est votre question. À la réponse? Non, la réponse à la question. La réponse, c'est que... Puisque nous voulons passer à une autre question. Le président de la République est le garant de la morale politique et publique. Oui. Et il y a le principe du respect à la parole donnée. Il a annoncé depuis le 23 octobre la tenue ou l'arrivée imminente d'un gouvernement de cohésion nationale. Et selon le chef de l'État, dans la page 13 de ce discours, ce gouvernement devait intervenir avant la fin de l'année 2013. Donc, 12 mois après, on ne peut pas dire que ce n'est pas urgent ce gouvernement. C'est ce qui est précisé dans le discours avant la fin de l'année 2013. Je peux vous lire. On n'a pas su. Non, madame, s'il vous plaît, je vais faire ça rapidement pour que les gens découvrent qu'on n'a pas l'intention de mentir au nom du chef de l'État. Dans le discours est là, je lis rapidement. Dans ces cas, je voudrais encore une fois, de plus, vous rassurer que j'ai fait mienne les recommandations issues des concertations nationales. À cet effet, j'engage le gouvernement de cohésion nationale à bien les exploiter afin d'enrichir d'ici à la fin de l'année les programmes économiques en cours. Donc, d'après le chef de l'État, ce gouvernement devait avoir lieu avant 2013. Il est urgent, mais ce n'est pas la nouveauté. Les Congolais ont connu beaucoup de gouvernements. On dit aussi mieux vaut tard que jamais. Oui, justement, mieux vaut tard que jamais. Mais quelle est la priorité de ces gouvernements? Est-ce que c'est le fait de voir que les femmes et les hommes apparaissent au gouvernement? Non. C'est seulement dire, comme M. Kabila lui-même a dit, que la préoccupation d'une recommandation, c'est sa pratique. Mais pour y arriver, il a dit dans ce discours que nous devons changer des mentalités, des méthodes et des comportements dans la gestion. C'est que le premier préalable, c'est le problème d'homme. Le deuxième préalable, c'est le problème de culture. Le troisième préalable, c'est le problème d'organisation. Parce que nous avons connu autant de gouvernements, mais nous nous sommes retrouvés avec nos femmes et nos enfants, mais le peuple reste toujours dans les conditions inchangées. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est quel type d'homme? Femme, homme, mâle ou masculin, je ne sais pas, homme ou féminin, homme ou masculin. Deux, la convergence idéologique. Nous étions de l'opposition, vous étiez de la majorité. Maintenant que nous disons nous devons travailler ensemble, est-ce que nous avons réconcilié nos cœurs? Si là nous continuerons nos adversités, est-ce que le peuple va se retrouver? Troisième chose, mais compétence. Mais est-ce que la compétence suffit en politique? Vous êtes licencié en sciences politiques, vous êtes licencié en droit, mais si vous n'avez pas la moralité, ça va produire quoi? Nous avons connu beaucoup de professeurs d'université, beaucoup de licenciés, beaucoup de gens de la diaspora, mais nous n'avons pas agi avec cœur en faveur de notre population. Que ceux qui vont devenir membres de ce gouvernement puissent se dire c'est une charge, ce n'est pas un privilège. Que ceux qui vont devenir membres de ce gouvernement puissent se dire nous sommes des ouvriers, nous voulons innover en faveur de notre population et non, voilà Tolongi. On ne gagne pas quand on devient ministre, au contraire on perd parce qu'on se met au service des autres. D'accord, d'accord. Alors pensez-vous qu'une probable révision constitutionnelle serait effective ou bien accueillie si elle ne touche pas au nombre de mandats présidentiels? Madame, je voudrais dire à la classe politique congolaise et même la classe sociale que tout est débattable. Je voudrais aussi apprécier les gens de la majorité, ce serait un étonnement pour les autres, parce qu'ils soulèvent les débats. Le professeur Bochab a déposé un livre entre l'inanition et la révision de la Constitution. Je viens de lire un autre membre de la majorité qui vient d'écrire là un autre livre, les plaidoyers pour la 4e République au Congo, qu'on ne condamne pas la liberté de penser, mais qu'on ne se cantonne pas dans sa position. Il faut que le débat soit bien posé. Et là, je pose le point de vue de ceux qui pensent que tout est débattable. Et qu'est-ce que je veux dire, madame? Les gens n'ont pas encore soulevé dans ce pays, les gens de la majorité n'ont pas encore soulevé ni les débats de la révision, ni les débats de la rédaction de la nouvelle constitution. Comment? Il ne suffit pas de nous dire nous voulons la révision de la constitution. Il ne suffit pas non plus de dire nous ne voulons pas le débat de la révision de la constitution. Je crois qu'il faut être clair. Mais par exemple, bon, excusez-moi, j'ai pris les lingala directement sans votre autorisation. Madame Pata. Et l'eau que na kati ya sac bateka kangote.
Si les gens de la majorité parlent de la révision, ils doivent nous dire clairement, ils veulent réviser quelles dispositions, où est le projet de la révision de ces dispositions et pourquoi ils veulent réviser ces dispositions. Et les gens de l'opposition doivent dire, nous ne voulons pas réviser ces dispositions, voici notre projet de non-révision de ces dispositions et ensemble dans un débat citoyen républicain, nous nous accordons pour que le Congo gagne. Je condamne tous ceux qui disent qu'on ne peut pas toucher à la Constitution parce que la Constitution se touche d'elle-même. Article 218. Je condamne aussi ceux qui pensent qu'ils peuvent toucher aux dispositions verrouillées de la Constitution sans nous proposer d'avance les projets de révision, les matières concernées. Sinon, ça devient un débat anormal. Alors que nous sommes des citoyens, nous pouvons échanger. Plus précisément, nous tous qui avons été aux concertations, nous avons accepté la révision de la Constitution pour plusieurs matières, notamment l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Deuxièmement, le retour au deuxième tour des élections présidentielles. Alors quand je vois quelqu'un qui est aux concertations dire « ne touche pas à ma constitution », d'abord il n'est pas légaliste parce que la constitution se révise d'elle-même. Vous ne pouvez pas dire « vous êtes légaliste, républicain » et vous ne pouvez pas accepter le débat sur la révision de la constitution. Vous ne pouvez pas non plus dire « vous aimez que le président de la Kabila soit, Joseph Kabila soit le président de la République et que vous voulez faire un coup d'État contre la constitution qui lui donne la légalité et la légitimité. Ça n'a pas de sens. D'accord, on va parler d'autre chose. Oui, madame. Parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, on doit gérer ça. L'actualité, c'est aussi la réapparition de la fièvre hémorragique Ebola qu'on a constatée à Djera, dans le territoire de Boendé, dans la province de l'Équateur. Alors, depuis ce constat, on a déploré déjà plus de 30 décès par rapport à cette fièvre hémorragique. Alors, le ministre de la Santé publique a lancé un appel pour mobiliser les fonds. On constate que les bailleurs et autres partenaires ne sont pas sensibilisés jusque-là. Alors ne craignez-vous pas que cette fièvre hémorragique Ebola soit propagée à travers la nation? Madame, je ne veux pas d'abord politiser les débats sur la santé de mes frères. Parce que moi en politique, mon patron s'appelle le peuple congolais. Tata Mokonzi-Ekolo, c'est le peuple congolais. Lorsqu'il s'agit de la mort de mes frères, de la souffrance de mes frères, je dois approuver tous les efforts positifs du gouvernement pour trouver des réponses aux problèmes des autres mois. Parce que Kimpangi, Umpangi, ça veut dire un autre mois. Ceux qui tombent là-bas, ceux qui souffrent là-bas, ce sont les autres Fumutoto, ce sont les autres vous, ce sont les autres nous-mêmes. Nous, le peuple congolais, nous sommes indivisibles. Je loue toutes les initiatives, des privés, des publics, de la communauté internationale qui peuvent nous aider à faire face à cette situation désagréable. Mais ce qui m'étonne, c'est que malgré que l'article 8 de la loi portant statut de l'opposition dit que l'opposition a le droit d'être informée de l'action de l'exécutif pour critiquer et informer des contre-propositions, le régime en place ne respecte pas l'opposition en République démocratique du Congo. Ils ne nous disent pas, ils ne nous donnent pas les informations sur leur programme d'action pour mettre fin à ce système. Mais nous, comme nous ne sommes pas informés, nous ne pouvons pas non plus applaudir ce que nous ne connaissons pas. Donc, par rapport à la maladie de nos frères, il n'y a pas de débat. Nous soutenons tout ce qui est fait. Mais nous critiquons la politique du gouvernement pour mettre fin à cette épidémie. Comment ? Madame, chaque fois qu'il y a la communauté internationale qui nous oriente sur certaines qui ont un État souverain et que nous ne voulons pas les dictats, ce qui est une bonne chose parce que je ne soutiens pas le fait que nous puissions la possibilité de vider les fonds de notre souveraineté au profit des dictats de l'étranger. Là, je suis d'accord. Mais chaque fois que ce gouvernement a des difficultés, elle demande l'aide de la communauté internationale. Or, vous savez que la main qui donne a toujours un retour qui l'attend. Donc, ce n'est pas bon pour des petites choses comme Ebola, nous puissions toujours tendre la main à l'extérieur, alors que cet extérieur, quand elle donne, elle a toujours le retour qui l'attend et son retour n'a jamais été le même entendement que nous, d'une part. De l'autre part, nous sommes dans un état de 54 ans sans classe moyenne. Il n'y a que les hyper riches et nous les hyper pauvres. Lorsque le gouvernement lance l'appel aussi à l'opinion internationale et aussi aux Congolais pour contribuer. Mais le gouvernement a brimé l'initiative privée.
Aujourd'hui, on ne paye pas la dette intérieure. C'est Congolais-là qui souffrent. On préfère continuer chaque jour à payer la dette extérieure, ce qui n'est pas mauvaise chose. Mais pourquoi ne pas équilibrer aussi en payant la dette intérieure qui peut permettre aux Congolais de faire circuler l'argent ici? Parce que vous savez, l'économie politique, c'est comme les eaux de la piscine. Si vous enlevez l'eau de la piscine, 3 cantines, 5 cantines, vous devez remplacer. Sinon, la piscine n'a pas d'autre moyen de ressourcement en eau. Okay. Alors, lorsque on paie la dette extérieure, on fait sortir de l'argent du circuit national. Mais lorsqu'on paie la dette intérieure, l'argent circule dans le circuit économique national. Le gouvernement ne le fait pas. Bon, aujourd'hui, quand le gouvernement nous demande, à nous les pauvres, qui l'a appauvri, bien sûr, de contribuer. Nous allons contribuer avec nos poches vides, trouées ou comment? Non. Que le chef de l'État et son gouvernement demandent aux gens de la majorité qui se sont appropriés de tous les moyens du peuple congolais à eux aussi de sortir l'argent pour traiter nos frères. D'accord. Ce sera logique. D'accord, d'accord. Autre chose, c'est aussi la mort du général Jean-Lucien Baoumba, qui est mort récemment. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Je pleure avec le peuple congolais parce qu'il n'est pas qu'une valeur d'une famille. Je ne peux pas consoler sa famille comme si le peuple congolais n'est pas en deuil. Je console aussi les étrangers qui aiment le Congo et qui n'ont pas souhaité sa disparition. Mais je déplore les conditions dans lesquelles il est décédé. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Mamadou Ndala et lui... Et le fait que la voix de son voix réclame une autopsie pour éclairer la situation. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure des choses à faire, même pour une mort naturelle, parce que nous savons tous que le général avait été atteint d'une crise cardiovasculaire. Est-ce que même pour cette mort naturelle, il faut politiser l'affaire? Madame, il faut savoir qu'il y a une manière polie d'annoncer le décès des hommes d'État et les hommes de grande nature. Vous avez jamais entendu directement et facilement annoncer qu'un homme d'État était empoisonné? Et ceux qui ont constaté cet arrêt cardiaque sur place pendant que cela s'est effectué? De toutes les façons, comme c'est un être cher pour nous, peu importe les conditions normales dans lesquelles il est décédé, nous voulons une clarification. Nous ne voulons pas à tout prix dire qu'on l'a empoisonné ou qu'on l'a tué. Mais ce qui est regrettable, c'est que ce sont ces deux figures de proue, lui et son adjoint Mamadou Ndala, qui ont délogé ces étrangers de chez nous, et ce sont les mêmes qui ont connu les morts dans les mêmes conditions. Mamadou, on a dit que c'est une lance-roquette qu'il a attaqué, alors que nous sommes modernes. La lance-roquette ne peut pas terminer sa course dans une Jeep. Ok, alors... L'enquête sur Mamadou, nous ne sommes pas encore clarifiés, nous ne sommes pas encore édifiés. Et maintenant, l'enquête sur Tchébeya, où il y a eu autopsie, nous ne sommes pas encore édifiés. Et maintenant, l'enquête sur lui, ça viendra comment? Donc le problème, ce ne sont pas les enquêtes, notre cœur, nous opposants, nous société civile, nous majorité, nous sommes mauvais. Tous, nous sommes responsables de la destruction de notre pays. Tous nous sommes mauvais, mais seulement nous ne sommes pas condamnés pour toujours à l'imperfection. D'accord, d'accord. Alors on est pratiquement à la fin. Si la question ne fâche pas, on veut savoir quelles sont vos relations actuellement avec Nemwanda Semi. Mes relations avec Nemwanda Semi sur le plan spirituel, c'est qu'il se prétend être le long promis par Papa Simon Kimbangu ou Mbuta Kimbangu. Et moi, je suis le prince divin promis par le même prophète. Lui, il devait écrire la négritude au Bisso. Et moi, je devais amener le pouvoir spirituel, scientifique et politique en termes de courant de pensée. Voilà le conflit s'il peut exister, c'est un bon conflit. Mais ce que je déplore dans mon aîné, c'est qu'il a fait des campagnes de déstabilisation de son propre jeune frère qui est Fumutot, en disant que non, les Occidentaux m'ont donné des moyens pour les déstabiliser. Il a même indiqué mes voyages en Belgique, alors que ces 2 dernières années, je ne suis jamais sorti du Congo. Il a même démontré que moi je suis Moutetela de la tribu de Lumumba, alors que bien sûr, moi je suis du Sankour Kassa oriental, mais je suis Kela, du territoire de Lomela, je n'ai jamais été Tétela. Je me pose la question de savoir, lui il a des contacts avec les extraterrestres, mais pourquoi l'ont-ils induit en erreur en disant le contraire sur ma nationalité, ma tribu et mon existence? Il me taxe de Lumumbiste, alors que moi je ne soutiens pas seulement les idées de Lumumba, je soutiens aussi les idées de Kasavubu, je soutiens les aspects positifs de Mobutu, de Joseph Kabila, de Mouzé et consorts. Moi je suis de la 3e voie, ce qui est bon, que ça vienne de mon cas ou pas. Je ne suis pas tendancieux et je ne le serai jamais. Voilà la différence entre moi et lui. Mais c'est mon aîné, quand il a tout fait ça, il a distribué le 6 janvier 2014 des dépliants à l'Assemblée nationale
contre Fumutoto. Il m'a menacé que je dois rencontrer tous les Bakongos qui vont, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. Mais moi, ma mère est Mukongo, ma femme est Mukongo, je n'ai pas de problème avec le peuple Congo. Moi-même, je suis en grande partie Mukongo. Donc c'est mon ennemi. La loi portant statut de l'opposition n'indique pas le débat entre les opposants, la haine entre les opposants. C'est mon aîné, je du respect envers lui, je continue à le respecter parce qu'il est plus âgé que moi et qu'il a commencé la lutte avant moi. Tout ce que je souhaite, c'est l'unité dans l'opposition et pourquoi pas avec la majorité. Je ne veux pas ouvrir des brèches avec mon aîné. Tu vois, dans les journaux, il a même écrit les réquisitoires de Némoine contre Fumutoto. Je n'ai jamais répondu. Parce qu'à ce stade, si nous, au niveau de l'opposition, nous devons encore nous déchirer, alors que nous cherchons la cohésion avec la majorité, donc ce n'est pas logique. D'accord. Tobo Sanaragawan. Ok. Merci. Monsieur Fumutoto, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation pour le compte de cette émission. Je rappelle que vous êtes président de l'ADONI, qui est la dynamique de l'opposition non institutionnelle. Vous êtes également initiateur de la 3e loi que vous avez eu le temps d'expliquer ici sur ce plateau. Merci à vous aussi d'avoir été des nôtres durant 45 minutes pour suivre cette émission, mais vous pouvez également la revoir demain à 7h15, mais également le jeudi à 23h. Le prochain rendez-vous est fixé le mardi à 20h30. D'ici là, prenez bien soin de vous.